Je Oui, très propose, bien, c'était bien. justement, comme il vient d'arriver, c'est qu'on accueille Donat Guibert, Allez, c'est parti. avec son masque. Non, je plaisante. Tous. Bonsoir. Hello, Désolé de ce petit hello! retard, mais j'étais Ah bah, vraiment. voilà, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Je dépendais des transports en commun et vous savez ce que c'est Paris, hein. Paris, les trains Mmh, de banlieue, tout ça. On c'est sait ça. quand ça part, mais on ne sait pas trop quand ça revient. Donc Oui, oui. voilà. Et le principal, c'est qu'on soit là ensemble. Bah, Enchantée. eh bien, Enchanté. justement, est-ce que tu pourrais, te présenter un petit peu ton parcours dans les grandes lignes? Ah écoute, ça n'a pas changé depuis la dernière fois. On s'était Justement, c'est eu un nouveau live, déjà pour mais voilà, après, pour un nouveau live. ce Donc ne sont pas je suis forcément les mêmes Donat gens qui nous Guibert. regardent, donc voilà. Voilà, c'est ça, c'est ça. Je suis Donat Guibert, je suis comédien de formation, auteur, metteur en scène et j'ai eu la chance d'alterner entre le théâtre, la télé, le cinéma et en ce moment, je joue un spectacle qui s'appelle Le Masque de fer et le mousquetaire ou Le secret de Saint-Marc, qui va se jouer à nouveau, à Avignon et que j'avais présenté l'année dernière, que je représente cette année et qui entre-temps, s'est joué à Paris. Voilà. Donc là, il y a plus personne, je vais peut-être prendre le Ah, il n'y a relais, plus du coup, je personne, sais il pas. est parti. Alors là, écoute, on va On va discuter prendre le relais, c'est ensemble. pas grave. J'ai été On est chercher un assez grand, hein, pour, j'ai été chercher un tabouret pour me mettre à votre hauteur. Voilà, Ah, voilà. Ah très oui, c'est bien. bien, Bon, on est tous au on même s'est dit, niveau. Ah, tiens, c'est mieux, beaucoup finalement, mieux. il laisse voilà. les manettes de son émission en live. Voilà. Et Voilà, C'est justement, bien on filmé. te voit bien. est-ce que tu pourrais présenter ce spectacle, L'homme au masque de fer? Heu, je ne me souviens plus la suite, c'est ou Le secret de Saint-Marc ou Alors, en quelque fait, Le Masque de fer et le mousquetaire ou Le secret de Saint-Marc et le plus d'accord. intéressant dans cette pièce, c'est pas tant la personne qui se trouvait derrière le masque, parce qu'on sait à peu près qui c'était maintenant. Tous les historiens sont sûrs à 95 de l'identité du prisonnier. Mais c'est surtout le créateur, Monsieur de Saint-Marc, qui était un mousquetaire et qui était le parfait négatif de d'Artagnan. C'est-à-dire que Ah, d'Artagnan a connu les honneurs, il a eu des obsèques nationales, alors que Monsieur de Saint-Marc, qui était lui aussi mousquetaire, nommé par d'Artagnan pour être le gouverneur de toutes les geôles de France, il a connu un destin moins glorieux, alors qu'il souhaitait justement une destinée identique à d'Artagnan, puisque à l'époque, les mousquetaires ne voulaient qu'une chose, c'était de mourir au combat et pour le roi. C'était vraiment l'honneur le plus absolu. Et ce mousquetaire à la dérive, Monsieur de Saint-Marc, a du jour au lendemain décidé d'affubler un de ses prisonniers de ce fameux masque de fer, qui était d'ailleurs à la mode à l'époque, et c'était surtout les Italiens qui utilisaient cet attirail pour des transfèrements de prisonniers d'une geôle à l'autre. Mais pourquoi a-t-il décidé comme ça de s'occuper de ce prisonnier de cette manière particulière? C'est ce que l'on découvre évidemment dans la pièce, et on a tout le parcours de ce mousquetaire, parcours psychologique un peu curieux. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à faire des recherches sur ce mousquetaire, j'ai été de plus en plus surpris de la personnalité de cet individu et de ses failles, hein. C'est vraiment un soldat d'élite, mais à la dérive. Donc ça raconte son histoire sur 1h10. Et bien sûr, ça raconte le grand siècle et les dérives du grand siècle aussi, parce qu'il faut dire qu'au XVIIe, il y avait des sacrés personnages qui n'étaient pas encore encadrés par l'académisme qui allait arriver, qui était juste à la veille de cet académisme qui permettait bien des licences, si ce n'est des libertés, même si le roi était au-dessus. Voilà, j'espère avoir résumé la pièce. D'accord. Alors, donc justement, cette pièce, là, tu la joues à quel endroit actuellement et quelles sont les prochaines dates à venir? Alors, c'est durant le Festival d'Avignon, pour la deuxième année, à l'Autre Carnot, qui se trouve rue Carnot, et ça sera du 5 juillet au 26, Donc la non-stop, totalité avec du quand même, festival. avec voilà, toute la durée du festival, avec un petit relâche le vendredi. Relâche obligatoire, c'est normal. Il faut qu'on puisse se reposer un petit peu de temps en temps, et avec ces chaleurs, c'est pas du luxe, puisqu'on a des moyennes maintenant de 35 degrés hein, à Avignon. Alors c'est toujours un plaisir de jouer là-bas parce que malgré la chaleur, on rencontre les spectateurs dans la rue, on discute avec eux en échangeant les tracts et en parlant justement du spectacle. Et c'est le seul lieu
que je connaisse où les comédiens, les artistes peuvent discuter avec leurs spectateurs. À Mmh. Paris, on n'a pas le temps et dans les autres festivals, il n'y a pas le temps non plus et c'est un peu la chaîne. Et c'est vraiment, j'allais dire, l'identité même du Festival d'Avignon, le festival off, de permettre cela à cette rencontre entre les spectateurs et les artistes. Dans la rue, au Ouais. coin d'un bar, partout. Ah, ça me parle beaucoup et il y a certains comédiens, bah, qui sont en off, dans le cadre de ce festival notamment, bah, j'ai eu beaucoup de gens programmés au théâtre de l'Oriflamme, du Girasol, des 3S, de la Luna, Oui, oui, oui. voilà, avec Dominique entre autres et Pierre. Et puis, waouh, ce qu'ils me disaient, c'est que ils avaient pas forcément le temps d'aller voir des spectacles dans d'autres théâtres, puisque une fois qu'ils jouaient leur jour de relâche pratiquement, ou même la journée, ils étaient plus à tracter, à aller mettre des flyers pour remplir leur salle le soir. Plutôt comme Et il y a beaucoup de propositions en même temps en 3 semaines et que, ils avaient pas forcément le temps de voir les spectacles, à part ceux qui se déroulent dans le même théâtre où ils avaient pas trop à bouger, donc oui, oui, mais tu sais, même dans le théâtre, moi, je sais que j'essaie d'aller voir les autres, mais c'est difficile, sachant que, l'horaire auquel je joue, moi, c'est 10h15 du matin, donc c'est un horaire qui est difficile parce que, mmh, bah, les gens, il faut qu'ils viennent, il faut qu'ils arrivent au théâtre et puis le matin pour un comédien, c'est pour un artiste en général, hein, c'est pas forcément le meilleur moment, mais on s'y fait. Voilà, faut remettre en marche, la machine, si j'ose dire, le corps et puis le cerveau, le microprocesseur, mais on arrive à s'y faire et c'est vrai qu'on prend le temps souvent sur la dernière semaine d'aller voir les copains, les personnes qui jouent dans d'autres théâtres, parce qu'il y a moins de monde déjà, hein. C'est une période très concentrée où on va dire que sur les 3 premières semaines, on a beaucoup de spectateurs, mais il faut aller les chercher. Ils ont raison. mmh, Ils ont raison, mes camarades de jeu. Il faut aller les chercher dans la rue, il faut aller discuter avec eux, les convaincre et c'est comme ça qu'une salle peut se remplir au jour le jour. Il n'y a pas que des programmateurs et des professionnels qui sont dans la salle. Si c'était le cas, on ne jouerait pas. C'est surtout mmh. les gens, le spectateur qui fait qu'on continue à vivre et on joue pour eux, hein, en priorité, hein, bien sûr. Ouais, tout en ayant l'aspect un peu compliqué à Avignon, c'est qu'il y a, je sais pas si ma mémoire est bonne, mais ça va être autour de 1 500 spectacles qui se jouent quasiment au même moment. Donc Tu 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 il y a beaucoup de choix pour les gens, donc ce qui fait qu'il faut vraiment les convaincre de venir voir, enfin te voir ou voir quelqu'un d'autre, mais vraiment, être sur la persuasion parce qu'il y a tellement de propositions que, tu c'est pas simple. Oui, oui. Tu peux monter, hein, je crois qu'on est maintenant à 1 800 spectacles, si ce Ah! n'est 1 900. Ah, un peu comme Il du y a monde d'interview, non? Ouais, voilà, voilà. Non, mais alors, c'est vrai qu'il y 1800. a il y a beaucoup de propositions. Somme toute, le Festival d'Avignon, c'est à la fois de la danse, de la musique, du théâtre, du one man show, c'est-à-dire dans les Du propositions Mimoji. dans le off, hein, j'entends, hein. Dans le off, tu as 1 800-1 900 propositions qui sont vraiment différentes. C'est-à-dire que si tu as envie d'aller voir du one man show, tu peux. Si tu as envie d'aller voir un bon classique théâtral, tu peux aussi. Un tour de chant, tu peux. C'est ça qui est formidable. Et en même temps, en parallèle, tu as aussi le festival IN qui est là, dans la cour d'honneur et puis dans d'autres lieux prestigieux d'Avignon, qui fait que tu peux vraiment faire un petit parcours. La seule difficulté pour les spectateurs, c'est maintenant le pouvoir d'achat, parce que c'est Clair. vrai que c'est compliqué sur 3-4 jours de pouvoir se loger, de manger et de voir des spectacles pas trop chers, pas trop onéreux. C'est juste ça. Ce qui fait qu'avant, tu avais des festivaliers qui venaient pour une semaine, alors que maintenant, s'ils sont là 3 jours, c'est déjà, formidable. Voilà. Mais ils sont toujours là et ils sont, férus de théâtre et c'est vrai que moi, de temps en temps, j'ai des gens qui ont vu du one man show et qui viennent voir une tranche d'histoire et connaître qui a été effectivement ce Masque de Fer et qui a été son créateur et c'est ça qui est formidable. C'est ce Mmh. mélange-là qui fait la richesse du festival d'Avignon, hein, vraiment, hein. Et bah, malheureusement, beaucoup de festivals souffrent beaucoup, notamment, bah, de toutes les restrictions budgétaires, la baisse des Oui. subventions qui, comme, l'avait dit, bah, notre cher monarque. Et Hier soir, la culture n'est pas et oui. essentielle, ce qu'il avait déjà dit il y a quelques années, mais ça se voit beaucoup, bah, voilà, c'est pas pour parler politique, mais hélas, il y a pas mal de lieux culturels qui disparaissent et puis il y a le pouvoir d'achat au sens large qui disparaît puisque, que ce soit même des groupes de musique comme celui qu'on va avoir dans pas longtemps, qui est d'Aix-en-Provence, il est pas très loin d'Avignon, ni de Oui. toi, Non, non, c'est pas loin, ouais.
Bah, un peu comme Lucas d'Elephant Green qui était dans le live du 28, avril, qui Et est oui, lui c'était de pas loin, c'était la même Marseillais. ville, ouais. Mmh. Ouais. Pas très loin, Mais ils sont mais beaucoup plus près que moi, de vous. Enfin, à Avignon, pardon. À la limite, je Ouais, suis Bourges, moins c'était à côté. plus près de Paris que d'Avignon, mais à Bourges, il y a que 2 heures de train. Voilà. c'est vrai. C'est vrai, Et mais tu on sais a vu ça on a vu ça au 49e festival Le Printemps de Bourges qui s'est déroulé du 15 au 20 avril dernier. On voit bien que les gens, malheureusement, le pouvoir d'achat est vraiment restreint parce qu'il y a eu un peu moins de visiteurs et puis même au niveau budget, c'était super galère pour pouvoir boucler le festival, pour pouvoir le financer. C'était, oui, puis tu sais, ce qui est problématique maintenant, parce que tu disais, ne parlons pas politique, mais en fait, tout est politique bah, et c'est clair. l'art en France est politique depuis Louis XIV, hein, qui a officialisé cette relation entre l'art et le pouvoir, puisque c'était sa vitrine. Mmh. Molière, c'était sa vitrine. Lully aussi, Racine, entre autres, ouais. voilà, Racine, c'était son historiographe, qui, écrivait sur lui des louanges. C'était le premier historien, mais à la gloire de Louis XIV. Donc depuis ce temps-là, après Napoléon, pareil, la Comédie Française, ça a été sa vitrine. Les politiques ont toujours, eu un pouvoir énorme sur l'art. Alors c'est vrai que l'art est devenu un peu indépendant, mais somme toute, il a des comptes à rendre et ces comptes à rendre, effectivement, ce sont les subventions pour l'art subventionné, l'art entre guillemets d'État, parce que tu as aussi le privé qui essaie de faire des choses et tu as beaucoup Mmh. d'initiatives avec des associations, avec du privé qui Mais font bouger heureusement! aussi. Mmh. Mais j'allais te le dire, parce que quand le pouvoir faillit, parce qu'il n'a plus la volonté de financer la culture, eh bien, on a plein d'initiatives personnelles, plein d'associations qui sont là à la rescousse. Et tant mieux, tant mieux. On a à ce niveau-là beaucoup de créateurs, beaucoup d'artistes, que ce soit des musiciens, des danseurs, des comédiens, qui sont là et qui font vivre ce pays. Ce pays qui est énormément envié. J'avais un, un ami qui est pianiste, compositeur et qui vit aux États-Unis depuis 20 ans. Et, alors, il est très content d'être là-bas parce que lui, il a une culture vraiment anglo-saxonne et il adorait Michael Jackson, il adorait Prince, il adorait Minneapolis pour toute la création là-bas et avec une formation de classique, de musicien classique, mais jazz. Mais il me disait, tu sais, là-bas, aux États-Unis, vous êtes considéré comme un pays communiste. Je lui disais, ah, je lui disais, ils sont forts, ces Américains quand même, ils sont forts. Mais Ouais, parce mais ce que, ce sont pas les mêmes, c'est pas bien vraiment la même sûr, idéologie. Ils sont, à la limite même, c'est un petit peu l'inverse de nous, parce que bah, le président Trump, il est plus proche de Marine Le Pen en France que d'une droite, on va mais dire modérée humaniste. alors, j'allais te dire, moi, en ayant énormément travaillé dans mes lectures sur les monarques et les empereurs, c'est vrai que on est plus près déjà d'un empereur pour Trump que d'un monarque. Et Bah, je te comme en dirais France, qu'il a. hein, d'ailleurs, donc Oui, mais et qui aime se mettre en scène comme il l'a fait hier soir sur TF1. Donc c'est oui, proche du clairement, mais théâtre. là, on C'est est on est dans l'art, de la propagande, Propaganda d'Édouard Bernays qui avait écrit un livre là-dessus et dans l'art de la manipulation, des peuples, hein, puisque ça a été des livres, beaucoup de livres qui ont été, écrits là-dessus. Hem, mais si tu veux, Trump, lui, me fait penser plutôt, de par son programme avec son protectionnisme et son côté social qu'il veut aussi, c'est-à-dire du travail pour tout le monde. Vous allez voir, grâce à moi, vous allez bosser. On est un peu dans le national-socialisme. C'est ce qui me fait peur. C'est-à-dire ces vieilles idées nauséabondes qui reviennent et qui reviennent pas qu'aux États-Unis, mais qui reviennent aussi dans la vieille Europe, bah, comme aurait dit il y l'autre. a des avantages et des inconvénients. Par contre, en France, on est vraiment à l'opposé de ça, hein. Quand on voit ce qui se passe actuellement, Oui, parce que on a un vieux terreau révolutionnaire, mais en même temps avec une grande nostalgie du roi. Le roi est mort, vive le roi. Et ça n'a jamais été aussi vrai avec le costume que Charles de Gaulle a laissé, ce ouais, qui costume est de trop la grand même, cinquième. d'ailleurs, mais bon. Voilà, qui est trop grand pour, tout le monde. Et je te dirais que Louis XIV avait moins de pouvoir à l'époque, de par les parlements de région qu'il devait convaincre pour les réformes, que le président de la République actuelle. Le président de la République actuelle, quand il veut faire passer une réforme, les parlements de région, il s'en fout, ils n'ont pas d'armée. Il a Mmh. fait passer sa réforme. À l'époque,
tu pouvais avoir la Fronde et l'alliance de certaines régions qui pouvaient Ouais, ça, monter à c'était Paris. ouais, des vieux, entre guillemets, des restes quelque part du Moyen Âge et de la Renaissance, de tout cet aspect-là qui a Bien sûr. évolué non-stop jusqu'à aujourd'hui et qui n'existe Bien quasiment sûr, plus. c'est pour ça que d'ailleurs le roi, avait tellement peu de pouvoir à l'époque, surtout Louis XIV, et il n'aimait pas trop exécuter les gens et il faut dire qu'il n'avait pas vraiment les moyens parce qu'à l'époque, tu avais quand même des procès qui pouvaient être truqués, ce qui était le cas de Fouquet, hein, contemporain, de Oui, ou de l'affaire D'Artagnan des et poisons, par exemple, voilà, ou aussi. l'affaire des poisons. Mais il y avait des jurés et si le roi voulait la mort, d'un accusé, les jurés pouvaient voter contre. C'est ce qui s'est passé pour Fouquet. Donc le roi, bah, il n'avait que son cachet pour emmener les gens, les enfermer à la Bastille, hein, sa lettre de cachet, mais c'est tout. Le président actuel, il peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Il a beaucoup quand même de liberté autour de lui. C'est pour ça que c'est inquiétant et c'est pour ça que Mmh. à Bon. l'aube d'une guerre possible, d'une troisième guerre mondialisée, on a très peur de ce qu'un président de la République française pourrait faire avec, notamment le bouclier nucléaire. Voilà, ne serait-ce que ça. Ou Trump de son côté, mais Trump finalement paraît plus, timoré, qu'un président de la République française Non, puis qui de toute façon, lui commence. Trump, il cherche toujours la négociation, même si c'est dans un objectif commercial et financier pour Oui, c'est notamment du deal. sol, C'est du deal, bien l'économie sûr, du bien sûr. sous-sol, mais C'est du deal. contrairement à l'idée, bah, de notre monarque actuel, et lui, c'est plus l'idée, c'est de faire la guerre éventuellement pour faire la guerre, éventuellement au passage faire sauter l'élection de 2027 pour rester en place, comme, Ou l'a fait pour son ami être, Zelensky. cette grande idée, Mmh. être président de l'Europe, puisque c'est toujours quelque Aussi, chose, oui. qui l'orgue, voilà, exactement. Mais si tu veux, c'est ce vieil héritage, monarchisant qu'on a en France, c'est une mauvaise digestion de la Révolution française et c'est vrai qu'à l'époque, pour en revenir au Masque de fer, Louis XIV, était au courant, hein, parce que c'est lui qui avait demandé à ce qu'il y ait un prisonnier qui soit emmené à Pignerol et qui était un valet à l'époque, mais espion, puisque il faut dire que tous les valets très proches des rois, les dames d'honneur, les valets très proches de Louis XIV pouvaient être des espions et qu'on part du principe que un espion qui travaillait à la fois pour Charles II, roi d'Angleterre, et Louis XIV a été pris un peu la main dans le sac et qu'on a voulu le mettre à l'ombre et donc l'enfermer à Pignerol et surveillé par Monsieur de Saint-Marc. Et ce valet, c'est lui qui va avoir justement le masque de fer sur la tête. La suite, vous l'aurez pendant le spectacle. Je vous en dirai pas plus. Ah bah, Mais d'accord. à Ça me l'époque, voilà, c'était des affaires d'espionnage et le Ça me fait seul penser à pouvoir. un truc qui s'est quelques années ou décennies plus tard avec le fameux chevalier Déon. Oui, le chevalier Déon. Ah ben, les espions, de toute façon, à l'époque, tu sais, même Beaumarchais était un espion. Il faut le savoir. Homme d'affaires, puissant, mais aussi un espion, qui travaillait pour le compte du roi de France. Donc, à l'époque, les artistes pouvaient être des espions. C'était une belle couverture. Le chevalier Déon, formidable. Un homme qui devient femme, qui commence à courtiser tous les monarques possibles au nom de la France, hein, des services rendus. C'est formidable. Ça a été d'ailleurs le sujet de plusieurs films et de pièces de théâtre aussi, hein. Donc on a cet espionnage qui reste toujours d'actualité, mais qui est moins flamboyant qu'à une certaine époque. À l'époque, c'est vrai que on avait cette culture-là et on savait que ces valets de chambre pouvaient faire office de vecteurs, si j'ose dire, de petits papiers dans les poches qu'on pouvait remettre à Henriette d'Angleterre ou qu'on pouvait remettre à son Oui, frère Charles ou II, roi d'Angleterre. d'autres, bah, ça existait aussi du temps de Louis XVI et même, avec Clairement. encore plus tôt, là, on en avait déjà parlé la dernière fois, la fameuse Milady qui a été davantage romancée dans les romans, elle, que sa réalité, mais Bien sûr, mais qui a mmh. existé, qui est une femme, de noblesse, de grande noblesse anglaise et qui a vraiment, connu C'était D'Artagnan. du temps D'Artagnan, d'Artagnan, oui, justement, oui. voilà, et D'Artagnan l'a courtisée, il voulait même, une grande histoire d'amour avec elle et elle lui a bien fait comprendre que lui était d'une petite noblesse, de région et qu'elle n'avait rien à faire avec, ce genre d'individu. C'était un vrai camouflet et une vraie blessure pour D'Artagnan qui était un homme d'honneur, mais qui s'est un peu vengé. Alors on ne sait pas si c'est la légende ou pas, mais il a réussi à se faire passer pour,
le seigneur que Milady convoitait à l'époque, dont le nom m'échappe, mais ça va me revenir. Et il lui avait fait une sorte de jeu amoureux en lui faisant une lettre au nom de ce seigneur, en lui disant: «Je viendrai chez vous, mais bandez-vous les yeux et mettez-vous dans le noir et je viendrai vous faire votre petite affaire dans le noir.» Et il s'est fait passer pour l'autre. Voilà, ça a été Mmh. dans les. Alors, Dumas en parle aussi, mais alors est-ce que c'est une légende ou est-ce que c'est vrai? En tout cas, ça a été deux grands ennemis après héréditaires, D'Artagnan et Milady, c'est vrai. Mmh. Parce que D'Artagnan, lui aussi, en tant qu'homme d'armes et gendarme, un mousquetaire, pouvait faire œuvre d'espion et que Milady, de toute façon, était une espionne aussi, Mmh. pour le Bah, compte, tout pour le comme, compte du roi. bah, à cette époque-là, c'était bien, bah, l'époque de Richelieu qui avait ses propres options, notamment la fameuse Milady qui, je sais pas, Exactement. ouais, Alors, en sachant que, si tu veux, le truc, c'est que entre Milady, oui, elle est. l'Église, et puis, et le pouvoir politique, ils étaient beaucoup plus liés qu'aujourd'hui. Mmh. Oui et petit rectificatif, D'Artagnan est sous Louis XIV et Milady est sous Louis XIV et pas sous Richelieu. On est sous Mazarin. Ah, sous C'est-à-dire que Mazarin. Dumas a mis en place évidemment son roman sous Louis XIII et pour les affaires des ferrets de la reine, il s'est dit: «Tiens, c'est formidable, c'est un bon sujet, ça va être chouette donc je remets, j'avance un petit peu de 30 ans.» D'Artagnan, il arrive plus tard et il est vraiment contemporain de Louis XIV. Et D'Artagnan a une trentaine d'années quand Louis XIV en a 23 et quand il prend le pouvoir. Donc il est très proche. Et c'est vrai d'ailleurs que à l'époque, et c'est ça qui est très étonnant, ça devrait nous faire réfléchir, même si on avait une maturité un peu plus grande à l'époque parce qu'on vieillissait et on mourait à 40 ans, mais c'était des jeunes qui prenaient le pouvoir. Louis XIV a 23 ans, D'Artagnan en a 30, Fouquet est arrêté, il en a à peine 40. Ah, Milady, c'est pareil. on a vu ça en France avec celui qu'on a actuellement, hein. Il est jeune par rapport à ceux qu'on avait avant. Il est jeune, mais il n'a pas la maturité de l'époque. Ah, Parce loin que, de là, ouais. parce qu'à l'époque, il y avait la conscience des guerres et des famines et qu'on mourait très très vite. Et que Louis XIV a été un des rois les plus belliqueux du siècle. Il le dit à son petit-fils avant de mourir, il dit surtout occupez-vous de vos sujets et Ah, faites pas des guerres. à Louis Donc XV. voilà, alors que là, la génération que l'on a à l'heure actuelle sont des gens qui n'ont pas connu la guerre et qui seraient prêts à être Bah, des c'est justement va-t-en-guerre. ça qui est inquiétant parce que, là, ça me rappelle une citation, je sais plus de qui, peut-être de Napoléon, c'est: «L'histoire est un mensonge que personne ne conteste» et puis, où l'histoire s'oublie rapidement parce que la Mais 2 oui, guerre mondiale est pas si loin que ça et là, on est en train, malheureusement, de se diriger vers une troisième hypothétique guerre. et potentiellement guerre mondiale. Mais tu sais, moi j'ai l'habitude de dire que la vérité, on essaie de la cacher, que ce soit derrière un masque ou derrière des belles paroles. À un moment ou à un autre, elle vous saute à la gueule. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de manipulations à l'heure actuelle, de part et d'autre, hein, c'est-à-dire de par le gouvernement que l'on a à l'heure actuelle, parce que Les ça fait partie de réseaux, la communication, et puis de l'Europe aussi, et puis des pays qui sont en guerre, hein, que ce soit la Russie, l'Ukraine, il y a toujours des communications et des propagandes des deux côtés. Donc c'est difficile de faire la part des choses et de savoir si on a un positionnement qui est plutôt Daladier ou plutôt Mandel. Mandel qui voulait partir en guerre très rapidement contre Hitler parce qu'il avait compris que ce type-là était cinglé et il avait lu Mein Kampf. Et Daladier qui disait non, non, il faut transiger, il faut quand même essayer de faire une paix avec lui, etc. Bon, on a bien, avec Chamberlain aussi, hein, qui était bah, dans le coup, on a au bien. passage, il y a aussi le Prince de Machiavel qui est une lecture assez intéressante pour tout homme politique qui veut vraiment avoir des hein. Si tu veux, alors, j'allais te dire, si tu veux avoir des petits conseils, viens voir aussi le spectacle, parce qu'il y a quelques petits conseils dans le Masque de fer que l'on donne sur la vérité cachée. Et puis, tu as parfaitement raison, le discours au prince, qui est le livre de chevet de nos politiques depuis toujours. Tu as aussi Schopenhauer, un peu plus près de nous, hein, Schopenhauer, L'art d'avoir toujours raison, qui est effectivement un livre de chevet. Et alors là, pour tous les grands débats que tu as à l'heure actuelle, tu vois toutes les stratégies élaborées par Schopenhauer qui sont utilisées par nos grands Bah, communicants que il y sont avait les qu'à politiques. regarder sur TF1 hier soir, Bien hein, sûr,
Mais bien sûr, mais tu sais, dans tous les débats, j'allais te dire que Le Pen l'a utilisé énormément, Mélenchon utilise énormément les Ah bah, stratagèmes aussi de Schopenhauer. Mélenchon, je pense actuellement, c'est vraiment un homme de théâtre, lui, hein, c'est un Ah oui, acteur qui est bien confirmé. sûr, Il a plus aucune il est encarté à plus aucun parti, il a plus aucun mandat électif, mais par contre, il a toujours un pouvoir énorme sur, sur il les n'a gens et sur, voilà. tous ceux qui étaient encartés, dans son parti où il était avant. Bien sûr, je vais te dire qu'il n'a plus de limite même, hein, si j'ose dire, dans sa façon de s'exprimer. On va dire que c'est un vieux briscard qui connaît évidemment tous ces sujets, qui connaît la communication, l'art de la communication et c'est dommage parce que je pense qu'autant il avait de bonnes idées à une certaine époque, autant il s'est radicalisé et que là, pour le coup, il devient un peu contre-productif au sujet des idées qu'il défend. Il y en a qui sont vraiment très difficilement défendables et que c'est contre-productif pour même ces colistiers hein, que sont Ruffin, Garrido, etc., qui eux essayent d'aller de l'avant et essayent de faire une union de la gauche, qui serait finalement pas si mal pour une transition et pour laisser le pouvoir à d'autres. Puisque c'est vrai que le pouvoir, et heureusement, on est encore en démocratie, démocratie qui peut être de façade ou manipulée, hein, parce que c'est vrai que dans les ouvrages, tu as aussi La fabrique du consentement de Ah Walter bah, Lippmann. il y a qu'à notamment regarder les livres d'histoire, pour bien comprendre que, l'histoire est très manipulée, C'est, par c'est, exemple, là, dans oui, les nouveaux manuels d'histoire, Napoléon, Louis XIV, on en entend quasiment plus parler, hein. alors que c'est un tort, dans le sens où, quand bien même tu voudrais déboulonner, mais ça, c'est un peu l'esprit woke actuel. Il faut toujours se méfier. Souvent, avec ma compagne, j'ai des grands débats là-dessus. Parce que je lui dis, mais Colbert, hein, parce qu'on a voulu déboulonner toutes les statuts de Colbert parce il avait rédigé le Code noir sur l'esclavage. Tu dis, oui, oui, d'accord, mais si tu te penches vraiment, ce que moi j'ai fait quand j'ai travaillé sur Fouquet d'Artagnan, quand j'ai travaillé sur Le Masque de Fer, on parlait de Colbert, qui était un ennemi héréditaire de Fouquet. Colbert a fait rédiger le Code noir pour améliorer la condition des esclaves de l'époque qui, dès qu'ils faisaient une connerie à l'époque, étaient exécutés sur le champ. Et lui avait conseillé aux propriétaires, dans ce Code noir, de plutôt les battre, ce qui était un progrès énorme à l'époque. Si tu ne connais pas cette histoire-là et que tu arrives en disant ah, Colbert, c'est le code de l'esclavage, salaud, on va le déboulonner. Tu n'as rien compris. Il faut recontextualiser. Et les jeunes, ils ont besoin de ça. Et à l'heure actuelle, les jeunes, et c'est normal, c'est la jeunesse, ils prennent fait et cause pour plein de choses qui se passent dans le monde qui sont horribles, mais faut-il encore qu'ils aient des consciences et des gens qui les aiguillent bien en leur disant attention, attention, si tu déboulonnes toutes les statues de Colbert, on ne saura plus qui c'est et on va perdre de l'histoire. Alors, je ne suis pas là à dire attention, il faut remettre en place des statues d'Hitler ou de Pétain parce qu'elles ont été déboulonnées à l'époque. Mais qu'il y ait des encarts, qu'il y ait des pages entières sur Adolf Hitler, sur le maréchal Pétain, c'est important. Oui, Car plus tu. d'avoir à peu près une histoire, on va dire, plutôt pas neutre, mais presque, où Oui, et toute complète, la complète thématique de surtout. l'histoire, soit abordée Voilà. et qu'il y ait pas des sujets privilégiés par rapport à d'autres ou des rois par rapport à d'autres ou, Mais c'est voilà. ça, parce que si tu veux, ça me fait penser aux photos soviétiques à l'époque, où quand tu avais un dirigeant, un ministre ou un secrétaire d'État, etc., qui ne plaisait plus au pouvoir, il était effacé de la photo. C'est la même chose. Si tu effaces de la photo petit à petit, tu as une histoire Mmh. partielle, tu n'as plus l'histoire complète et tu fais des amnésiques. Et c'est avec cette Il y a amnésie-là plus qu'on que les 2 construit ans. le futur. Et l'amnésie, En live bah, sur ça Facebook amène aux extrêmes, actuellement et pratiquement. avec des invités. Je ne peux pas vous parler, je suis désolé. Ouais, c'est impeccable. Merci beaucoup, bonne soirée, à demain. Merci, au revoir. Mais voilà, donc c'est l'amnésie qui, à l'heure actuelle, a tendance un peu à construire l'histoire. Et c'est vrai que c'est inquiétant parce que tous ces jeunes gens, comme je te le disais, hein, eh ben, évidemment, ils prennent fait et cause pour des bonnes idées, mais ils n'ont pas forcément le mode d'emploi. Et le Là, mode moi, d'emploi, c'est nous, je les plus pense, oui. vieux, qui peuvent leur fournir. Il y a aussi un décalage énorme au niveau de l'éducation, au niveau de la culture, au sens où, moi je cite régulièrement ça, c'est que nos arrière-grands-parents, nos parents,
même nous, actuellement, on est beaucoup plus cultivés et plus instruits et plus éduqués que les nouvelles générations qui, voilà, qui sont Alors, nées ou qui sont en train d'arriver. Où c'est pas oui, la même, voilà, et c'est beaucoup alors, par rapport je par te rapport dirais que notamment c'est pas une par rapport à c'est pas une l'histoire ques notamment, ce sont pas les mêmes connaissances, c'est plus la technologie, oui. oui, mais pas vraiment Voilà, l'histoire. j'allais te dire, c'est pas forcément une question de culture, parce que la culture, ça peut englober, comme tu le dis, moi j'ai plein de jeunes que je rencontre qui sont calés en informatique, tu dis: «Putain, moi à Mmh. côté je suis une bille». Vraiment les types sont Après exceptionnels, la crème on de peut luche, évoluer aussi, donc exceptionnels. Mais moi j'ai besoin d'être aiguillé en informatique, donc j'ai besoin de leurs conseils, comme eux en histoire vont avoir besoin de mes conseils pour leur dire: «Tiens, attention là, oui, tu c'est fais peut-être une complémentaire. petite erreur d'analyse concernant le conflit, ukraino-russe». Il faut remettre dans le contexte, savoir d'où vient l'Ukraine, d'où vient la Russie, ce qu'on a fait avec la Russie à l'époque, les manques de considération qu'on a eu à l'égard de la Russie à un certain moment avec l'OTAN, après la Deuxième Guerre mondiale, avec effectivement l'implantation des bases américaines à Cuba. Enfin, tout ça, il faut recontextualiser. Donc, ça peut aller très loin, il faut remettre en perspective. C'est vrai que si tu arrives à un moment et que tu es jeune et que tu n'as pas toutes ces données-là, c'est Oui, compliqué, c'est j'ai vu compliqué. que j'étais dans le live. Donc, c'est Désolé, pour ça que on a pris un des petit peu de petites retard. pages Est-ce que vous d'histoire, pouvez alors arriver là, d'ici 5 minutes à peu sous près? forme, on va dire, de OK. pièces de théâtre, hein, puisque moi Je je vais vous raconte une ajouter, histoire, c'est important que les gens viennent voir, parce ah bah, qu'en on peut même se mettre temps, aussi une il y a 8-6, du attends. divertissement et en même temps, on apprend des petites choses. C'est pas un cours d'histoire, hein, bien au contraire, hein. On a affaire à un personnage qui vous raconte sa vie avec tous ses états, avec sa colère, son amertume et ses joies Bah, et je ses connais, ouais. peines Bah, ouais, d'ici qui 5 sont minutes à dans peu près. le dans Là, la le live pièce. est débuté, donc à tout de Ah suite. bah voilà, ça y est, je vois qu'il est à nouveau au téléphone, c'est formidable. Il est très demandé ce garçon, hein. Oui, à tout de suite. Mais Oui, sur oui, c'est Vibreur, avec bah, c'est justement, quelque parce qu'on a chose. on a pris du retard et le Ah bah groupe, oui, je suis Tangible, les désolé, hein. 4, voilà, ils sont attendus depuis 20h30, voilà, on a Ah presque oui, 20 oui, oui. minutes parce que, je viens de les avoir au téléphone, mais c'est pas grave, on va Bon, faire ils vont arriver, on va être à 7 d'un coup finalement, donc bon, tu les excuses, hein, enfin, tu m'excuseras auprès d'eux plus exactement parce que c'est vrai que là, ah c'est mais moi qui suis arrivé un peu en retard. reste, tu pourras le faire toi-même. Ah bah voilà, avec plaisir. Alors Heu, justement, au niveau de ce spectacle, hem, c'est c'est une question que je t'avais peut-être posée dans le cadre de l'interview qu'on a faite dans le JMag, 77 il y a quelques semaines, je sais pas du tout et bah, d'où t'es venu ou pas du tout, peut-être que je t'ai pas posé encore cette question, d'où t'es venue cette idée de monter, de mettre en scène un spectacle sur l'homme au masque de fer? Tu es alors écoute, passionné d'histoire, avais un sujet à creuser que tu voulais mettre en scène, alors c'est simple parce qu'au départ, j'avais travaillé alors, je fais des comédies, je joue des comédies. Là, je suis en train de rédiger notamment là, d'écrire de finaliser une comédie que je vais jouer, je pense, l'année prochaine. Mais c'est vrai que sur les 10 dernières années, j'aime bien l'histoire et surtout, les personnalités dans l'histoire et notamment dans le 17e, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que tu as des grandes personnalités qui sont pas encore laminées par le style académique et que, par exemple, à l'époque, si tu insultais quelqu'un, tu devais répondre de tes actes par un duel. Et il y a bien des gens qui devraient prendre l'exemple de ça, parce que s'il y avait les duels qui étaient réinstaurés à l'heure actuelle, je peux te dire que sur les débats et les insultes, on y en aurait beaucoup moins sur les réseaux sociaux ou à la télévision. bah, oui, Ils feraient très attention à ce qu'ils diraient. justement sur Donc, le les voilà, réseaux, ces oui, c'est personnalités m'ont intéressé. La première, c'était Fouquet, avec D'Artagnan, qui ont eu une amitié contrariée tous les deux, qui se connaissaient très très bien, dont l'un a, j'allais dire emprisonné. Non, il l'a arrêté, puis il l'a gardé en prison, hein. D'Artagnan a arrêté Fouquet et l'a gardé en prison pendant 3 ans, le temps de son procès. Et puis, en travaillant sur cette pièce, en l'écrivant, j'ai vu qu'il était question effectivement du masque de fer. Donc je me suis dit: «Tiens, ça peut être intéressant parce que, c'est un sujet qui m'interpellait à l'époque déjà». Alors j'ai écrit d'autres pièces historiques dont, Louis XIV Philippe d'Orléans, les adieux fraternels ou, Les amours impossibles de Lauzun et la grande mademoiselle, jusqu'à terminer là sur une pièce qui s'appelle Le plaidoyer de Louise Bourgeois, accoucheuse de la reine Marie Médicis. Et mmh. entre-temps, je me suis penché sur effectivement ce masque de fer. Et évidemment, j'ai été agréablement surpris parce que
Je savais que c'était pas le frère jumeau du roi, hein, mais c'est ce que là, pour le coup, Hollywood, et aidé par Voltaire, par Pagnol, par les grands auteurs qui ont travaillé aussi sur le Masque de Fer, ont laissé. Ils ont tous eu une part romanesque qu'ils ont mis dans leurs écrits. Alors que là, moi, j'ai été très agréablement surpris par la vérité qui est beaucoup plus simple, mais beaucoup plus spectaculaire, de ce type qui était un valet, qui a été espion, puis qui à un moment se retrouve en prison parce qu'il a dû dire un truc ou entendre quelque chose qu'il fallait pas, et qui redevient valet en prison à Pignerol, valet de Fouquet, et puis qui un jour se retrouve avec le masque de fer, un masque de fer sur la tête. Alors au départ, c'était pour les transfèrements. Après, il avait un loup de velours en prison parce que le masque de fer ça pouvait créer des pustules et des croûtes sur le visage. C'était quand même assez terrible. Il a eu un traitement terrible et il a porté ce masque de fer et ce loup de velours pendant 30 ans, le temps de sa détention entre Pignerol, Exil, Sainte-Marguerite et la Bastille à Paris, où il est mort d'ailleurs. Et Saint-Marc lui a survécu pendant 5 ans, me semble-t-il. Et puis, il est mort lui aussi. Et c'est très étonnant parce que Saint-Marc a créé cette légende. Il voulait certainement aussi marquer l'histoire. Et puis, finalement, personne ne le connaît maintenant, alors que le masque de fer a survécu. Mais c'était important de rétablir la vérité. Rétablir la vérité pour les gens qui connaissent un tout petit peu l'histoire ou qui ont vu le masque de fer avec DiCaprio. Là, ils sauront exactement ce qu'étaient les hommes de pouvoir au XVIIe siècle et ce qu'on pouvait faire et jusqu'où on pouvait aller au XVIIe siècle. Et Avec après, un roi. après, malheureusement, il y a aussi un paramètre qui rentre en compte aussi, c'est qu'il y a eu pas mal, il y a le temps justement, il y a les siècles qui séparent, et puis aussi, notamment la Révolution où il y a pas mal de manuscrits, de livres qui ont été détruits, la Commune aussi de Paris qui a aussi ravagé Oui, pas mal de choses. Et il y a dans des lettres, dans des correspondances où on peut trouver des éléments de ce qui s'est passé il y a 400, 500 ans, 600 ans, mais on n'est pas certain non plus que ce soit totalement la réalité. Donc, ça peut être alors, tu aussi sais, remonté un peu. sur le masque de fer, on a eu des historiens. Alors, c'est vrai que la Bastille a brûlé, il y a eu beaucoup de registres d'écrous qui ont brûlé. Ils en ont récupéré certains. Il y a eu aussi les protagonistes de l'époque, certains ont survécu et qui ont laissé un peu, j'allais dire, une trace verbale. Ça s'est aussi transmis génération en génération. Mmh. Mais les historiens contemporains comme Jean-Christian Petit-Fils, auquel je me réfère, en tout cas que j'ai beaucoup lu pour cette chose-là, il est quasi Ferrand aussi, sûr de il est son. intéressant, ouais. Ferrand et Voilà, Berghe. voilà, il est sûr de son coup. Il sait à peu près qui se trouve sous le masque. Et effectivement, à l'époque, il faut dire que les registres d'écrou, tu n'étais pas, quand tu étais enfermé à la Bastille, tout du moins, tu n'étais pas noté sous ton nom. Et il y avait alors les personnages qui étaient un peu sulfureux, on les notait, mais avec des pseudos. Donc c'était intéressant parce que là, pour les historiens, après, faire les recoupements, se dire, bah alors, c'est qui était là? C'était Matthioli, ou alors est-ce que c'était Lauzun, ou alors est-ce que c'était Eustache d'Angers qui était sous le masque de fer? Qui, tu vois? Parce que on a mis après, dans les romans, il y a eu une cinquantaine de thèses. On a mis plein de gens sous le masque. On a mis D'Artagnan, Fouquet, Lauzun, enfin tous les contemporains, ils sont passés. Parce que c'était un gros, gros fantasme aussi de l'époque. C'était un petit peu dans les salons littéraires du XVIIe, on voulait avoir des nouvelles de ce masque de fer parce que ça s'était répandu dans tout Paris quand même à l'époque. Et Saint-Marc venait aussi donner des nouvelles. Donc c'était intéressant. Et avec, j'allais dire, la validation, l'agrément du roi, Louis XIV avait fini par l'oublier, figure-toi. Donc du coup, Saint-Marc faisait à peu près ce qu'il voulait avec son prisonnier. Et c'est très étonnant. C'est très étonnant parce que autant au début, il a vraiment une surveillance, on lui demande de surveiller ce prisonnier, autant 20 ans après, tout le monde s'en fout. Bon, c'est comme ça. Ah bah, C'est le, et justement, c'était à la même période. Et Fouquet, il a fini comment du coup, lui? Alors écoute, Fouquet, il y a deux versions. Moi, dans ma pièce, euh, je le fais sortir de prison, alors que certains disent qu'il est mort d'une fluxion, qu'il est mort d'une fluxion en prison à Pignerol.
Les amis de Fouquet, puisqu'on avait joué à Vaux-le-Vicomte, disent qu'il est mort vraiment en prison. Et les autres, les historiens, sont plutôt sur cette option de dire qu'il est parti, il a été libéré et qu'au bout de 3 ou 4 ans après la prison, il est mort d'une fluxion. Voilà, parce qu'il avait quand même passé plus de 17 ans en prison à 1500 ou 1800 mètres d'altitude dans un fort militaire, avec 2 tenues, une d'hiver et une d'été, et que c'était vraiment des conditions difficiles. Un fort militaire de mousquetaires. Hein. Donc voilà, il y a les deux thèses, mais je pense qu'effectivement, qu'il ait été libéré à un moment ou à un autre, au bout de 17 ans, ça peut se concevoir. Ça peut se concevoir. Même si au départ, le roi voulait sa mort, hein, et qu'ensuite, il voulait l'exiler dans un royaume, et que ses ministres lui ont dit non, non, si vous faites ça, il va donner pas mal de secrets, donc gardez-le ici. Donc, il a joué d'une sorte de droit de grâce et il a commué son exil en emprisonnement perpétuel. Mais ça existe toujours plus ou moins aujourd'hui, hein, malheureusement. C'est sous une autre forme où les hommes politiques, bah, se tiennent par des dossiers et Toujours, voilà. toujours. On va dire que l'emprisonnement perpétuel, il y en a plus. Les bracelets électroniques, c'est de la foutaise. Tu détournes de l'argent, on peut pas dire que tu Ah bah non, beaucoup, là, tu beaucoup de détournes de sanctions derrière. l'argent, si tu es homme politique, très connu, tu détournes de l'argent, tu es tranquille, tu es sûr de pas sortir en prison, de pas aller en Oui, prison. À la parce que limite même, c'est quelque chose qui te valorise, voilà. ah bah, Par contre, tu sais tu fais soit ça toi en à titre de personne, voilà, qui est pas connue ou à titre, voilà, lambda, à titre un peu pour utiliser un terme un peu, historique, à titre de gueux, bah, tu vas direct en prison ou presque, c'est ça qui est dingue. Mmh. comme disait l'autre, un grand ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. C'est-à-dire qu'effectivement, les grands, bah, ils ont moins de problèmes, hein, et ils seront moins poursuivis. Et c'est vrai qu'entre eux, les fauves, euh, même s'ils ne peuvent pas se tuer, s'empoisonner, comme une certaine, ou se provoquer en duel, il y a des morts médiatiques. Et les morts médiatiques, c'est les procès en sorcellerie que tout d'un coup on va avoir sur tel ou tel politique. Oui, surtout à Alors, l'approche il y des en a qui sont présidentielles en général, mais voilà, voilà, bien sûr, les boules puantes. Alors, il y en a qui sont effectivement qui peuvent être justifiées, mais je pense à cet élu vert qui avait été accusé pique-pendre par Sandrine Rousseau, et qui avait été obligé de partir de ses fonctions, alors que finalement, il n'y avait pas beaucoup. Déjà, c'était un fait qui était personnel et personne ne voulait en parler. C'était vraiment un fait qui ne regardait pas grand monde. Et c'est vrai que c'était une façon d'abattre un rival politique. Et c'est difficile parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses. Le procès médiatique à l'heure actuelle enfin, est en train de supplanter le procès tout court et c'est inquiétant, sachant que le, la justice française, et à bien encore. des égards en ce moment, est dans une ornière parce qu'elle n'a pas les moyens non plus. Donc les Ouais, gens, mais comme il ils y a n'ont pas ça de aussi, réponse, il y a où, un petit peu les complots entre amis où ça se protège bien. Bah, il y a qu'à aussi, bien voir sûr, notamment le premier ministre, pour pas citer son nom, qui était auditionné aujourd'hui par rapport à des choses qu'il sait, et il dit le sur contraire et Betaram, puis bien il va sûr, oui, rester en oui. poste. C'est, parce qu'il doit C'est, avoir il doit avoir des dossiers contre Macron et un certain nombre de politiques. Parce que ils se sinon il sont, resterait pas en poste, à mon avis. mais tu sais, notre Premier ministre a été le premier à adouber Macron et à l'accepter dans le giron politique en tant que politique. C'est grâce ou à cause de Bayrou que l'on a un Macron président. Ça a été Bayrou, c'est lui qui a mis le coup de projecteur sur Macron et qui l'a crédibilisé en fait. Donc c'est sûr qu'il y a des connaissances de dossiers, des choses qui font que les uns et les autres On se se tiennent un tienne. peu par la barbichette, comme dirait l'autre, bien sûr. Ce qui a toujours été le cas d'ailleurs, hein, même au XVIIe, il y avait des dossiers les uns sur les autres, mais à l'époque, on pouvait effectivement, éventuellement t'envoyer faire la guerre si c'était un maréchal qui t'emmerdait, tu l'envoyais faire la guerre en Hollande contre les Espagnols. Enfin, voilà, il y avait des portes de sortie. À l'heure actuelle, évidemment, il y en a un peu moins. Donc, c'est le procès médiatique et c'est le fait que tout d'un coup, on va te charger sur des choses que tu n'auras pas. Betaram, il y a certainement des choses que le Premier ministre savait, mais
les violences notamment, parce que c'est vrai qu'à l'époque, c'était bien d'être élevé un peu à la schlag. Mon fils, Bah, ma fille, tu vas aller dans cette école. après quand tu as ta fille qui a subi des violences contre ta femme qui travaille dans Mais c'est l'établissement, ça. pour ne pas savoir, faut vraiment Ah ben, je pense, tu sais, qu'il y a 2 choses. Je pense que, il savait certainement que c'était, un traitement très dur, ça c'est indéniablement. Qu'il y ait des violences, alors les violences, les règles, les coups de règle, les coups de les baffes et cetera, je suis pas sûr qu'il ait été au courant de la violence, j'allais dire totale, l'ultraviolence. Et en oui, revanche, mais les bon, par agressions exemple, sexuelles, je pense à sa fille. Quand sa ah fille oui, rentrait et qu'elle avait des traces de coups sur la tête ou non, je pense pas des voilà. justement. Je pense Tu vas que pas me dire l'ultraviolence, que quand tu as des traces sur le visage ou sur les bras ou sur le corps, il l'avait pas vu ça, parce que ça mais reste tu en sais, général quelques jours donc moi d'après ce que j'ai compris, mais je connais pas le truc, hein, mais je pense que c'est hélas, ces élèves étaient battus, mais qui les traces, il y en avait pas tant que ça. Il y en a eu certains, mais c'était après. Il y en a même eu un qui a été, je crois, à l'hôpital. Mais je pense que c'était un système qui était savamment bien orchestré pour laisser le moins de traces possible. Et les agressions sexuelles, là, je pense, ouais, pour ouais, le coup, qu'il y avait pas grand monde. un peu comme les rumeurs des tabassages par la police, avec des Oui, coups mais c'est de dictionnaire mais ou de de bottins bottins, des téléphoniques coups de quand ils bottins, bien existaient sûr. encore, oui. Bien sûr, bien Si ça sûr. laissait sa C'est-à-dire que trace, si tu es ça s'était déroulé si donc tu es pas trop con, tu vas torturer, mais sans le montrer, sans montrer effectivement, sans laisser de traces. mais ça, c'est quelque chose qui a toujours existé, hein, à mon Ça a avis, toujours ça devait être pire au Moyen Âge et à la Renaissance, notamment alors, où ils te même faisaient si boire à de l'eau, où l'époque limite tu pouvais éclater, où tu étais écartelé sur la place oui, publique, mais à l'époque, il y a une grande différence. Si tu prends la torture de l'époque, c'était institutionnalisé. Tu avais le droit. Au nom d'une recherche de la vérité, tu avais le droit de torturer, ce qui était affreux, surtout au Moyen Âge. Et en plus, après, pour les exécutions, tu avais le droit effectivement à la roue, à être tabassé sur la roue, à être écartelé par les chevaux, enfin des choses ouais, qui tiré par étaient 4 du chevaux spectacle à un qui était chassement horrible. Voilà, c'était le grand spectacle, hein, à l'hôtel de ville, là, sur la place. Les gens assistaient à ça, les enfants assistaient à ça. Bon, c'était horrible. Donc ça a été institutionnalisé. Nous, à notre époque, heureusement, les enfants, normalement, n'étaient plus battus, même si j'ai entendu mon père me dire: «Tu sais, moi, mon maître d'école, quand on avait une mauvaise réponse ou quand on parlait, trop fort, il nous mettait au coin et il nous disait de nous mettre à genoux sur une règle en fer». Tu sais, les règles carrées? Qui étaient des règles sur lesquelles tu ah devais oui, rester un quart oui, oui, d'heure on et vous ça mettait faisait en très, aigle, très mal aux hein, genoux. Ouais, ouais, ouais. Donc il y avait aussi ce type de sévices non, mais on et à vous voit l'époque, les pas. parents étaient au On va courant, vous acheter. mais ils laissaient faire parce que, beh, c'était, Ah oui, il y a un aussi, M. les us et coutumes de l'éducation, hein, l'éducation à la Parce schlag que nous, bah, et tant que je ne vous avec vois le pas, je peux pas vous le maître ajouter, sinon on d'école va qui trop était tuer, très dur. voilà. Donc heureusement, tout ça a Ah, évolué, heu et que, je pense qu'à un moment ou à un autre, évidemment, la vérité arrivera sur ce type de dossier. Mais mmh. il y a toujours moi, c'est ce que je dis aux gens qui viennent voir le spectacle, je leur dis: «Ne vous fiez pas aux apparences, essayez de regarder un petit peu plus loin que ce que l'on veut bien vous montrer. Regardez derrière le masque, regardez l'histoire, Mmh. regardez les politiques qui vous parlent, ayez votre propre, conscience, votre propre jugement avec Bah évidemment quelques guides, des gens propre qui vont liberté donner un peu d'opinion, d'histoire». de réflexion, Oui, de voilà, oui, oui. de Et d'ailleurs, philosophie. il y en a de plus en plus besoin aujourd'hui quand tu as beaucoup d'informations qui ne sont pas forcément les vraies informations, qui circulent sur les réseaux notamment Oui, ou qui bien sont sûr, diffusées par des médias, de bien sûr. propagande, on va dire, du gouvernement donc Mais parce que mais quand mais tu as des tout informations, c'est ce qui est dingue, c'est que la réalité en France est beaucoup plus tu en sais beaucoup plus sur la réalité en France par les autres pays que par les médias en France. Par exemple, je mais pense à El toujours. País ou à The Guardian ou d'autres, les médias et Toujours. voilà, Et tu c'est sais, ça sur qui les sur les grands sur les grands faits historiques contemporains, hein, pas forcément sur les faits qui ont plus de 300 ans ou 400 ans, où là, les historiens ont plutôt accès à toutes les bibliothèques, l'Arsenal, la Bibliothèque nationale de France, notamment pour le Masque de fer et les autres. Il y a plus trop de secrets. Mais pour la guerre en Algérie, pour la Seconde Guerre mondiale, et cetera, qui alors restent très sulfureux, il y a beaucoup, beaucoup encore de secrets d'État qui n'ont pas été levés, hein. Et c'est ah bah, vrai je que suis les d'accord, mais historiens d'ailleurs étrangers non, mais secret défense, ça aussi, c'est pareil. ouais, Tu vois? Bah, ouais, d bien d sûr. le dernier, c'est, comment Notre-Dame de Paris a brûlé? Ah Ah! ah! Ah!
Ça, C'est là, d'éclairer là, secrètement. Et on des est, alors, des poutres fossilisées ne brûlent pas aussi facilement, donc mais écoute, il n'y ça, a on le qu'à laisser saura tomber un mégot de cigarette certainement. dessus ou même allumer un barbecue pour que la charpente ne prenne pas feu, donc Mais c'est tu on sais, n'est je pas pense loin. que ça, on le saura un peu comme le masque de fer dans 200 ou 300 ans, pas avant, Mmh. si l'humanité est encore là sur la planète. Bah, Mais l'humanité, je pense, oui, mais nous, pas forcément, ah bah malheureusement. nous, non. Non, Heureusement on aura peut-être. peut-être des hologrammes à notre effigie, puisque avec l'intelligence artificielle, on peut faire revivre les morts. Par exemple, C'est oui, rigolo. bah, oui, notamment où on verra, bah, un hologramme de Ouais, Francine qui va danser le charleston comme Oui. d'habitude et donc exactement. justement, bah, Tangible vient d'arriver. Ils sont Bon, là, ça y est. on Ah, va les accueillir d'ici quelques minutes. Oui, Juste avant, on va mettre, merci Francine, hein, mais d'avoir fait le lien, oui, quand, je avec les n'étais pas masques, encore c'est là et d'avoir incroyable. bien oui, par discuté. rapport à ton petit retard, ouais. Alors